Et ben on part en Alsace, au domaine des frères Engel, avec leur Riesling, appellation Alsace, millésimé 2022. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas présenté des vins d'Alsace. J'en ai même vu 2-3 en commentaire qui gueulaient que je présentais pas assez de l'Alsace, mais rassurez-vous, je suis un fan inconditionnel de cette région. Je vous laisse d'ailleurs vous reporter à mon épisode que j'avais sorti il y a un petit moment maintenant. Mais c'est juste que je dois me reconnaître, il me manquait encore un petit coup de cœur, et j'ai eu un coup de cœur justement absolument monstrueux quand je suis allé chez un ami négociant en vin et que j'étais justement là à lui dire que je cherchais un petit blanc sympa pour les best-sellers d'hiver. Et il m'a présenté ça et j'ai absolument adoré. Je vais avoir un peu du mal à vous parler de la propriété puisque pour être honnête, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer directement les vignerons. Je sais qu'on est sur une petite propriété qui est située dans le petit village d'Orschwiller. Et il faut savoir que ce Riesling, en fait, il est composé à partir de deux parcelles. Il y a une parcelle qui est le long de la voie romaine, donc plutôt dans la partie plaine de l'Alsace, mais il y a aussi une partie des raisins qui est issue du Grand Cru Praelentenberg. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Alors pourquoi est-ce que ces Riesling ne rentrent pas dans les grands crus? Ça, je ne le sais pas en toute honnêteté. Peut-être parce que c'est des parcelles qui sont trop jeunes, pardon, des vignes qui sont trop jeunes. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'exposition solaire, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est un assemblage entre les meilleures parcelles du bas en plaine et une partie de vignes qui sont issues du grand cru. Le résultat, c'est un Riesling qui pète sur des notes ultra salines et avec ce côté hydrocarbure que j'adore sur les Riesling qui commencent un peu à vieillir. Vraiment, c'est une odeur dont je raffole. C'est vraiment ce mélange, vous savez, l'odeur de la pompe à essence avec en même temps les coquillages et ce côté ultramarin. Mais on retrouvera aussi de belles notes fruitées puisqu'il y aura de l'agrumes, de la pêche blanche, des fruits du verger et même une fine pointe de fleurs blanches. En bouche, Riesling oblige, c'est plein de tension et de droiture, mais ça garde quand même malgré tout de la matière et une belle rondeur du fait qu'on est sur une année quand même assez solaire, qui est de 2022, rappelez-vous l'été, ça a été caniculaire. Mais l'alcool reste maîtrisé, puisque là je suis en train de lire la contre-étiquette, on est seulement sur du 13%, et en bouche, je trouve que, ouais, effectivement, il y a quand même un côté charnu, mais avec de la tension et de la fraîcheur. Et franchement, l'un des plus beaux cépages au monde, qu'est le Riesling, et je suis même pas ouvert à la discussion. En bio, prêt à boire maintenant, superbement en place, avec une partie des vignes issues du Grand Cru proposée à seulement 14,50. Je trouve que là, en termes de rapport prix-plaisir, on est sur quelque chose d'assez solide. Et bonjour à vous, c'est le Loïc Geoffrey du futur qui vient vous présenter le Grand Cru Pralentenberg Riesling 2019, toujours du domaine des frères Engel. Il se trouve qu'en fait, depuis que j'ai tourné la vidéo sélection, j'ai pu avoir les vignerons au téléphone et je vais pouvoir réavoir de leur fameux Grand Cru. À la base, quand j'avais passé ma commande début janvier, j'en avais pris seulement 36 bouteilles, c'est parti à une vitesse grand V même si j'avais limité à 2 bouteilles. Et du coup, si vous passez commande sur cette référence, sachez que l'intégralité de votre commande sera expédiée à partir du mercredi 12 mars, puisque actuellement c'est en cours de réassort et que comme c'est un Grand Cru, ça reste sur des quantités assez limitées, donc je commanderai uniquement ceux dont j'ai besoin après avoir réalisé la vente. Et à mon humble avis, vous seriez bien avisé de commander ce vin, puisque je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, c'est top 5 des plus grands blancs d'Alsace que je n'ai jamais dégusté. Alors, ce que les vignerons m'ont expliqué, c'est que si le Grand Cru Pralentenberg, qui est situé donc au nord de Colmar, au nord de Ribeauvillé à Orschweiler, pour ceux qui seraient familiers de la région. Et les vignerons m'expliquaient que le Pralentenberg était quand même un terroir assez particulier, notamment parce qu'il était pas mal composé de gneiss, qui est apparemment une rareté dans la région. Mais en termes de dégustation, qu'est-ce que cela donne? Alors sur le nez, clairement, on sent qu'on est sur du Riesling. Forcément, il y a un côté très fruit jaune, très pêche jaune même, qui est assez exacerbé. On retrouvera encore le côté hydrocarbure des Riesling qui vieillissent un peu, mais peut-être moins étonnamment que sur le Riesling d'entrée de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là encore, il y aura beaucoup de salinité au niveau du nez. Et là, vous dites peut-être, mais du coup, quelle est la différence avec l'autre Riesling que tu nous as présenté avant? Ça a l'air d'être des profils assez similaires. Eh bien, en fait, pour moi, là où c'est vraiment impressionnant, c'est que ça se passe tout au niveau de la bouche. Quand je déguste les vins, souvent je le fais sur les coups de 11h30. Pourquoi? Parce que c'est juste avant de manger et c'est le moment où les papilles sont en éveil et donc c'est le moment où vous dégustez le mieux. Et ce qui m'a impressionné, c'est vraiment cette matière qui a une espèce de densité saline, mais c'est quelque chose que j'avais rarement vu sur un blanc.
En fait, pour moi, là où la différence se fait avec l'autre Riesling, c'est que c'est vraiment un vin de matière. C'est pas forcément pour moi le vin qui a la palette aromatique la plus profonde, mais en fait, quand je l'ai dégusté, ce côté ultra calcaire salin avec une belle matière et en même temps de l'acidité, de la droiture et un alcool pas trop marqué, eh bien comme je l'avais dégusté sans accompagnement en termes de nourriture, je vous garantis que des minutes après, j'avais encore en bouche cette sensation crayeuse saline qui me prenait tout le palais et qui était vraiment un appel au repas de midi, quoi. Et vraiment, c'est cette profondeur crayeuse saline et qui vous reste en bouche pendant des minutes et des minutes, qui donne ce côté hyper salivant que j'ai adoré sur ce vin et qui pour moi en fait vraiment un grand blanc de gastronomie. Et pour en revenir à ce que je disais au tout début sur son bouquet, où le côté hydrocarbure n'était pas forcément marqué, et ben, ça veut dire pour moi que comme c'est souvent les marqueurs des Riesling qui ont commencé à bien vieillir, c'est-à-dire que ce vin de 2019, qui a, allez, on va dire 5 grosses années, hein, et ben ça veut dire que putain, qu'est-ce qu'il en a encore sous la pédale? C'est le genre de blanc que, à mon humble avis, vous pouvez encore laisser vieillir pendant 5-7 ans sans trembler du menton. Mais waouh, quel potentiel, et franchement, ouais, énorme coup de cœur sur ce vin. Et enfin, pour les joueurs, il y a une dernière cuvée dont je n'avais pris initialement que 18 bouteilles, qui s'appelle la cuvée Terre de Nièze millésimée 2023, en Alsace, et qui est un assemblage entre du Riesling, du Pinot Gris et du Gewürztraminer. Déjà, je l'adore parce que ça se voit peut-être pas énormément à la caméra, mais l'étiquette a un côté très Monty Python Sacré Graal, et je trouve ça fabuleux en termes de design. Et comme il y a déjà beaucoup de vins présentés dans cette sélection, je vais pas forcément faire une présentation très développée. On va dire que ce que j'ai beaucoup aimé sur ce vin, c'était vraiment ce côté très épice et notamment gingembre qui ressortait vraiment sur cette cuvée. C'est un vin qui reste sec et droit avec des jolies notes de gingembre et par exemple si vous voulez vous amuser avec de la cuisine asiatique, eh ben, je pense que ça peut être un super accord et voilà, ça c'est plus, voilà, je me suis dit c'est pour le noyau dur de la communauté, les connaisseurs et ceux qui ont envie de s'amuser un peu avec l'Alsace. Et pareil, c'est en cours de réassort, donc si vous commandez cette référence, l'intégralité de votre commande vous sera expédiée à partir du mercredi 12 mars. Je vous laisse maintenant de nouveau avec le Loïc du passé. Toujours en blanc, on file en Savoie au domaine Duprat. Alors, je ne vais pas vous représenter le domaine Duprat pour une raison très simple, qui est que je lui ai déjà consacré un épisode de J'irai trinquer chez vous, le deuxième en l'occurrence, et année après année, pour moi, ils sont en train de démontrer et de prouver qu'ils sont en train de s'inscrire parmi les références d'Apremont et même plus largement des références de Savoie. Vraiment, je suis impressionné millésime après millésime de voir l'évolution des vins que je trouve toujours plus ciselés, toujours plus sur la droiture. Et là, du coup, on est sur la cuvée Moulin, millésimée 2023, et 23 a été un millésime de fraîcheur. Qui dit millésime de fraîcheur dit souvent des notes assez calcaires, et là, pour le coup, c'est exactement ça, puisque c'est la première fois sur cette cuvée que je trouve que le côté calcaire est autant affirmé. Après, attention, ça garde quand même un superbe côté fruits, et notamment fruits exotiques, puisque j'ai retrouvé, par exemple, de l'ananas et des notes de kiwi aussi, que j'adore sur cette cuvée. Mais aussi le fruit de la passion, la mangue. Vous verrez, il y a vraiment une espèce de sucrosité au niveau du nez que je trouve hyper intéressante et qui est contrebalancée en bouche justement par ce côté calcaire salin avec une droiture, vraiment une droiture où on a l'impression d'avoir ce côté aussi ouais, calcaire, pierre à fusil, c'est toujours un peu difficile à dire. La minéralité peut-être, pourrais-je dire. C'est pur, c'est droit, c'est aérien, mais ça reste en même temps avec une super buvabilité. Alors théoriquement sur le papier c'est censé être leur vin d'apéro, mais alors putain quand je vois le niveau de cette cuvée pour un simple vin d'apéro, eh bah je vous laisse imaginer le reste des autres cuvées. Et comme la vie est plutôt bien faite, cela tombe bien, j'ai pris leur cuvée plus plus, qui est aussi une 100% jacquère, qui est la cuvée Montracu, qui correspond sur les parties, sur les parcelles basses du domaine, où on était allé tourner d'ailleurs, qui est les vignes qui ont parmi les plus beaux ensoleillements du domaine, et où il y avait du vent qui s'engouffrait sous les jupes des femmes et qui lui montrait leur cul, d'où la cuvée Montracu. Patois savoyard, tout ça. Mais derrière ce nom un peu grivois se cache un super vin de gastronomie. Mais qui est quand même une cuvée très différente du moulin. C'est-à-dire que le moulin, évidemment, on va tout sur le fruit, la tension, la fraîcheur. Là, on sent qu'on est quand même déjà sur un vin beaucoup plus plein, du fait de l'exposition, de l'ensoleillement, et aussi du fait que c'est parmi les plus vieilles vignes du domaine. Et ça donne souvent des vins qui sont beaucoup sur du fruit jaune bien mûr, et aussi souvent des notes un peu de noisettes grillées, un peu toastées. On est quand même déjà sur un style beaucoup plus... Il y a à boire et à manger dedans, j'ai envie de dire. 100% jacquère oblige, rassurez-vous, on a quand même de l'acidité, mais il faut déjà plus s'attendre sur un vin de structure et de rondeur. Bref, un nez opulent avec de la pêche jaune, de la pâte d'amande, de la noisette grillée, des fruits exotiques et une bouche qui alliera rondeur, tension, salinité et des superbes amers. Vraiment
très grand blanc de gastronomie. Et toujours en blanc, mais ce coup-ci en 100% chenin, on part en Anjou, au domaine Le Fief Noir, avec la cuvée L'échappée. Ça doit être déjà la 3e ou 4e fois que je vous le présente, et c'est typiquement mon chenin d'apéro. Ce qui n'a évidemment absolument rien de négatif quand on sait l'amour que je porte à ce cépage. Alors, L'échappée, c'est souvent un vin qui aura tendance à s'exprimer sur des notes assez opulentes de blé doré, de levure boulangère, de pignon de pain, de noisettes dorées toastées. Et pour la première fois sur un millésime, là encore assez frais, 2023, il y a des notes un peu de coquillage et des notes un peu salines que j'avais pas forcément sur les millésimes précédents et qui lui apportent et qui atténuent un peu parfois la puissance de sa matière parce que c'est quand même souvent un vin assez démonstratif, d'où le fait que je le conseille souvent en apéro. Mais là, je trouve que c'est l'un des premiers millésimes où on a autant de fraîcheur et je trouve que c'est franchement très bienvenu. Ça contribue à un superbe équilibre au niveau du vin. En bouche, assez étonnamment, on est plus sur les fruits frais blancs, ce qui rejoint là encore l'idée d'un millésime frais, puisque d'habitude c'est un peu plus le fruit jaune, le fruit bien jaune, bien mûr. Et avec toujours là encore ce superbe équilibre entre matière et tension. Bref, inutile de tourner autour du pot, j'ai franchement beaucoup aimé ce millésime 2023. Et si vous avez déjà eu l'occasion de goûter ce vin, je trouve que c'est un exercice très intéressant justement d'aller sur un millésime un peu plus de fraîcheur. Allez, on repart sur les vins rouges et je suis tellement, mais alors tellement content de pouvoir vous représenter la cuvée Eusira du Clos Constantin, un Terrasse du Larzac millésimé 2023. Bon, je vais pas y aller par 36 000 chemins. Pour moi, le Clos Constantin, ils sont en train de devenir le domaine référence des Terrasses du Larzac. Ou, tout du moins, pour ne pas faire trop commerçant prétentieux, parmi les ténors de l'appellation Terrasse du Larzac. Les Terrasses du Larzac, c'est une appellation que j'ai quand même eu l'occasion de déguster très souvent. J'ai pu déguster le Mas des Chimères, le Clos de la Sérane, Montcalmès, la Jasse-Castel, le domaine de la réserve d'eau. Bref, des gros Terrasses du Larzac, j'en ai envoyé quelques-uns. Et franchement, quand je vois ce qu'ils sont en train de produire au domaine, le Clos Constantin, c'est donc un petit domaine de seulement 15 hectares tenu par 2 vignerons depuis à peine une petite dizaine d'années, puisque ça s'est monté en 2017, et en même pas une décennie, comme je vous dis, ils ont réussi à s'imposer, selon moi, parmi les ténors. Ils sont situés sur la partie sud-est de l'appellation et ce qui m'expliquait lors du dernier salon millésime bio, c'est que, il faut savoir que les Terrasses du Larzac, c'est une appellation qui est quand même un peu éclatée en plusieurs îlots et avec une espèce de forme de cirque. Et eux, ils sont sur une partie sud-est, autour des 230 mètres d'altitude, mais avec beaucoup de pluviométrie en fait au niveau du domaine. Ce qui fait que naturellement ça apporte déjà beaucoup de fraîcheur au niveau des vins dans des climats qui malheureusement Méditerranée oblige sont de plus en plus solaires. Du coup ils ont des maturités plus tardives mais ça leur permet de donner naissance à des vins qui sont empreints d'une espèce d'élégance, d'un toucher de bouche qui m'ont totalement conquis, je pense que vous l'aurez compris. Et dès l'ouverture, ce qui m'a bluffé, c'est le côté note d'épices plus, avec vraiment un côté pain d'épices et poivre gris qui est vraiment exacerbé. Mais avec un peu d'ouverture, on retrouvera les notes typiques de l'appellation, c'est-à-dire le fruit noir et la garrigue, ainsi que des notes de gibier, d'encens et même de graphite. V'là la complexité du nez quand même. Et en bouche, ce qui est impressionnant, c'est que c'est tout sur la souplesse. C'est vraiment un vin juteux, avec une superbe buvabilité, des tanins caressants et qui sont déjà très bien intégrés, avec une concentration d'une superbe finesse. Ça verse ni trop dans la sucrosité, ni trop dans la matière, mais je trouve qu'on est vraiment sur ce juste équilibre d'extraction. C'est finement concentré, c'est du velours en bouche, ça a une super longueur. Bref. Quand on sait que c'est un peu la cuvée qui donne le tempo du domaine, moi je dis juste chapeau. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, chapeau l'artiste, les artistes. Allez, on part un peu plus au nord du Languedoc et plus précisément à Vaqueyras, donc en vallée du Rhône Sud, avec la cuvée Renaissance du château Bois d'Arlenne qui est millésimée 2022. Et là encore, j'ai été assez bluffé par ce que j'ai dégusté. Alors, le château Bois d'Arlenne, c'est la 2e fois que je vous le présente. Je crois que j'avais déjà présenté Renaissance, mais sur le millésime 2020. Et c'est l'un des plus beaux domaines de Vaqueyras qui a la chance d'être situé sur un vignoble où il y a un étang qui permet d'apporter beaucoup de fraîcheur au style des vins. L'un des domaines iconiques de Vaqueyras me confiait même en off qu'à l'époque, il voulait racheter une partie des vignes du domaine, mais comme le domaine devait être vendu d'un seul tenant et que c'est quand même une propriété assez importante, ils n'avaient pas forcément les fonds. Mais ce domaine, dont je ne peux divulguer le nom, me disait qu'ils avaient clairement des vues dessus parce que pour eux, c'est parmi les plus beaux secteurs de Vaqueyras. Et du coup, du fait de cet étang, les vignes ne souffrent pas trop de stress hydrique et ça permet d'apporter beaucoup de fraîcheur
à des vaqueras, justement, à une époque où vaqueras, j'en ai beaucoup bu quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, parce que le grand-père en avait tout le temps sur la table, et ça donnait quand même souvent des grenaches avec beaucoup de densité, de maturité, etc. Et aujourd'hui, j'avoue que ce style un peu rétro de vaqueras, on dirait une incantation pour chasser un démon. Donc ce style un peu rétro de l'appellation vaqueras, j'avoue que j'essaye de m'en défaire de plus en plus, et la Renaissance et Bois d'Arlène tombe typiquement dans le style de vin que je recherche. Ainsi, au niveau du bouquet, vous allez tomber sur quelque chose qui certes a une certaine sucrosité, mais s'exprimera sur un côté assez végétal noble, puisqu'on retrouvera du thym, du laurier, de la sauge, des herbes de Provence, et même un côté poivre gris fraîchement moulu, et tout ça apporte justement, je trouve, cette fraîcheur herbacée très bienvenue dans ce vin. Même si vin sudiste oblige, on retrouvera quand même un côté olive noire, musc, et même un côté petite grenadine que j'ai trouvé très appétissant. En bouche, c'est croquant, c'est aérien, porté par des tanins droits et surtout avec une matière vraiment très digeste. Il y a de l'acidité, il y a de la minéralité, il y a une superbe mâche, et pour en revenir à ce que je vous disais depuis le début de la présentation de cette cuvée, c'est que vraiment il est dans ce style assez moderne de vaqueras dont je raffole personnellement et qui, je l'espère, trouvera place sur votre table. Bref, c'est un grand oui. Et toujours en grand oui, on part à Bordeaux et plus précisément au château Mazerolles où je vous présente le Grand Vin 2020 qui est un vin d'appellation Blaye Côte de Bordeaux. Et ce vin, c'est pas n'importe lequel pour moi. C'est pas n'importe lequel pour moi pour une raison très simple en fait, c'est que la personne qui a repris le domaine au début des années 2020, c'est Paul Guillet, qui est un nom qui ne vous dira très certainement rien, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours et dans mon apprentissage du vin. C'était notamment l'un de mes anciens directeurs commerciaux, avec qui j'ai toujours entretenu de très bons rapports et avec qui on a un peu fait les 400 coups. Et comme toutes les personnes qui ont vendu du vin pendant des années, il a réalisé le rêve ultime, c'est-à-dire de reprendre une propriété et de devenir vigneron. Alors, évidemment, comme il a repris la propriété, je crois que c'était un peu après le Covid, ce n'est pas lui qui a vinifié le millésime 2020, mais il voulait me montrer le potentiel de son terroir, puisque je trouve que Blaye fait quand même partie de ces appellations hyper sous-cotées en bordelais et qui peut pourtant produire des merlots avec vraiment une certaine race et un côté très juteux. Il m'a fait déguster son 2020 et j'ai trouvé que c'était franchement d'un très beau niveau. Avec un bouquet qui s'ouvrira notamment sur des notes de café fraîchement sorti de la cafetière, ainsi que de la fraise des bois plus. Mais on trouvera aussi de l'encre, de la vanille bourbon, et en parlant de vanille bourbon, la transition est toute trouvée pour vous dire que ce qui m'a assez bluffé avec cette cuvée, c'est qu'il y a un nez vraiment de rhum. Je sais, vous dites, qu'est-ce qu'il a encore pris le père Geoffrey? Quand je prépare mes fiches dégustatives pour tous les vins que je vous présente, j'ai tendance à ramener un petit comité de dégustation avec des copains où on ouvre toutes les différentes bouteilles et voilà, ça permet d'éviter d'ouvrir ça tout seul. Et tous les copains, une fois que je leur ai dit, vous trouvez pas que ça sent le nez un peu de rhum épicé, ils étaient tous là à dire, putain, mais ouais, avec ce côté, ouais, vraiment, pain d'épices, bois ambré, caramel, vanille bourbon, enfin vraiment, je vous garantis, c'est assez bluffant. Si vous avez déjà mis le nez dans un rhum épicé, il y a vraiment de ça dans cette cuvée, alors que pourtant on est sur un Bordeaux et un 100% Merlot, je crois en plus. Pardon, 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Je peux pas vous dire que c'est un vin ovni, parce que honnêtement, non, c'est faux. Quand on met le nez et même quand on déguste, on se rend compte qu'on reste à Bordeaux, hein. C'est-à-dire par là un palais satiné, avec des tanins ronds, avec une matière assez affirmée, avec des notes un peu de crème de cassis en bouche notamment, avec du fruit noir. Et comme je vous disais aussi au niveau du nez, café fraîchement sorti de la cafetière, fraise des bois plus, mais il y a quand même ce côté rhum qui lui donne ce petit twist un peu que je trouve hyper intéressant et qui vous emmènera sur une finale opulente et tout en séduction. Ça garde un bel équilibre malgré les 14,5 degrés. Je trouve à l'heure actuelle que c'est franchement très bien en place. Je pense que ça pourra vieillir évidemment, hein, Bordeaux oblige, mais en tout cas ça peut déjà se savourer dès à présent. Et ouais, je pense que ça peut être une petite expérience assez sympa à attendre cet été. Et toujours en Bordeaux, sachez que j'ai refait rentrer les ultimes et dernières bouteilles du château de la Forge Céleste 2019. Alors, la Forge Céleste, ça a été mon best-seller de la fin d'année dernière. Pour rappel, la Forge Céleste, c'est une cuvée qui n'est vinifiée que les très grandes années sur 0,46 hectares, si je me souviens bien, qui sont situés sur le secteur de Figeac, en Saint-Émilion Grand Cru, et qui est vinifiée par un espèce de jusqu'au boutiste du vin, Mathieu Vérag, que je salue s'il me regarde.
et qui donne naissance vraiment à un Saint-Émilion qui est tout sur la tension et sur la pureté, avec quand même pas mal de Cabernet Franc dedans, façon un peu cheval blanc, hein, quitte à prendre des comparaisons de fou furieux. Et à la base, je devais en avoir que 180 bouteilles, et le jeu commercial a fait que finalement, j'ai pu en avoir beaucoup plus que ça, et du coup, j'ai appelé Mathieu à la fin de l'année en lui disant, bah écoute, tout ce qui reste, tu me le bloques, parce que c'est en train de cartonner, c'est un vin absolument incroyable, et tu me bloques ça. Et je pourrais encore passer des dizaines de minutes à vous expliquer pourquoi je suis un fan absolu de ce vin, ne serait-ce que pour le côté jusqu'au boutiste de la vinification de Mathieu, ne serait-ce que pour les petites notes de Maury qu'il va développer au bout de 5-6 heures, pour la profondeur de ces notes crayeuses, avec parfois des notes un peu de fine charcuterie, d'encens, de graphite. Il y a une profondeur incroyable, les tanins sont racés. Et j'osais même vous dire lors de la dernière vidéo sélection que pour moi, j'avais le bon espoir que ça puisse s'asseoir à la table d'un Pétrus dans plusieurs années et se mettre à côté en termes d'émotion. Et franchement, j'ai toujours pas changé mon fusil d'épaule. Mais plutôt que ça, je propose de vous lire une petite revue que j'ai trouvée sur Vivino d'un utilisateur qui s'est fait plaisir sur la Vinstage Boutique. Je vous fais donc cette magnifique lecture. J'ai découvert Vinstache récemment. Je ne savais pas vraiment à quoi m'en tenir. Parmi les influenceurs vin, il y a à boire et à manger, surtout peu à boire d'ailleurs. Bref, je pense que vous vous en rendrez compte, il n'est peut-être pas forcément ultra enthousiaste sur le monde des influenceurs vin, et je peux le comprendre. J'ai suivi ses conseils de fin d'année et ai voulu tenter cette cuvée décrite comme ultra pépite, valant les très grands Bordeaux de la rive droite pour une trentaine d'euros. Faux, 28,50. Et bien m'en a pris. C'est absolument fantastique de finesse, un nez fruité et fumé avec des notes de cacao, bouche d'une extrême justesse d'équilibre, grosse pépite. 4,2 étoiles sur 5. Je terminerai enfin par vous dire que, comme je l'expliquais juste avant, cette cuvée n'est produite que les très grands millésimes. Elle n'est donc pas sortie toutes les années par Mathieu, et il n'y en aura pas en 2020, il n'y en aura pas en 21, il n'y en aura pas en 22, il n'y en aura pas en 23. Il m'a expliqué que là, il était en train de regarder pour faire du 24, mais qu'il n'avait encore aucune idée de si oui ou non il sortirait le millésime. Il sortira uniquement s'il est content du résultat qu'il a eu. Et donc, sachant qu'il a mis ses 2019 à la vente en 2024, eh bien le millésime 2024 qu'il est en train de vinifier en ce moment même, je pense que au mieux, si jamais il décide de le sortir, ce qui n'est pas encore sûr, ça sortira d'ici 3-4 ans. Donc voilà, la Forge Céleste, c'est pas qu'il y a un côté maintenant ou jamais pour le découvrir et pour vous prendre quelques bouteilles, mais un peu, parce que je vous dis, au mieux, ça sera millésime 2024, si c'est confirmé. Ce qui n'est pas encore sûr à l'heure où je tourne. On file ensuite dans le Beaujolais et où je vous représente la cuvée Saint-Amour 2023 du Domaine des Chères, les vieilles vignes issues de chez Arnaud Bridet. Et alors ça, en fait, je l'avais déjà présenté l'année dernière, je crois que c'était pour la foire au 20 septembre, et ça avait cartonné. C'est un Saint-Amour qui est pulpeux, qui est juteux, qui est parfaitement en place, avec une matière satinée. C'est vraiment un vin qui peut se faire à la fois en apéritif et en même temps en accompagnement d'une planche de charcuterie. Et du coup, j'en ai repris 180 bouteilles parce que ça avait très bien fonctionné et qu'aujourd'hui, c'est superbement en place. C'est un tarif honnêtement hyper accessible. Je crois qu'on est sur du 14,75. Bref, ça avait été une grosse réussite et c'est pour ça que j'en ai fait re-rentrer quelques bouteilles pour ce début d'année parce que ça vaut vraiment le coup. Et toujours en parlant de Beaujolais, j'ai fait rentrer le nouveau millésime de Frédéric Bern, en l'occurrence le millésime 2023. Alors, je vais pas forcément refaire tout le laïus sur Frédéric Bern, pour une raison très simple, qui est que c'est quasiment le tout premier vigneron avec lequel j'ai travaillé sur Vinstache la boutique, que j'en ai déjà fait un épisode de J'irai trinquer chez vous qui est disponible sur cette chaîne, et que si vous aimez beaucoup ces vins, sachez aussi que sur ma chaîne secondaire, en tout début d'année, est sorti un podcast de plus d'1 h 30 où je suis allé l'interviewer au domaine et on a parlé de plein de choses. On a parlé de qu'est-ce qui s'était passé depuis le J'irai trinquer chez vous, des actualités du domaine et on fait une présentation aussi de tout le millésime 2023 qui est un millésime à titre personnel que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé tout simplement parce que c'est un millésime de fraîcheur. Chez Fred, il y a eu beaucoup de millésimes qui étaient quand même pas mal sur le côté assez solaire. Je pense à 22, je pense à 2020, je pense à 19, qui étaient des vins qui s'exprimaient peut-être un peu plus sur un côté presque un peu nord-rhodanien, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en vieillissant, j'aimais bien aller sur des Beaujolais quand même avec de plus en plus de fraîcheur. Vous l'avez peut-être remarqué dans les descriptions de mes vins ces derniers temps, mais je parle souvent de tension, de salinité, de fraîcheur, et c'est quelque chose que j'aime de plus en plus en vieillissant, et je trouve que justement ce millésime 23 s'exprime vraiment dans cette droite lignée, et à titre personnel, pour moi, c'est peut-être le millésime que je préfère avec 18 pour l'instant de tout ce que j'ai dégusté chez Fred. J'ai pris la quasi-totalité de ces cuvées. Fred reste aujourd'hui pour moi l'un des
ténor du Beaujolais, l'un des plus grands vignerons qui existent et qui vinifie tout en bio à des tarifs qui restent quand même encore hyper acceptables au regard notamment de la voisine du Nord qu'on appelle la Bourgogne. C'est des vins racés qui allient un côté juteux avec de la fraîcheur, avec de la tension, avec en même temps une certaine matière pulpeuse. Et il n'y a pas longtemps encore, j'étais en train d'ouvrir un Chirouble 2018, ça gardait encore de la fraîcheur. Enfin bref, c'est de très grands vins, c'est un énorme vigneron. C'est pour moi l'un des nouveaux papes du Beaujolais et je suis vraiment très très fier de pouvoir travailler avec lui. Donc voilà, j'ai pas pris plus de stock que l'année dernière. On arrive à un seuil où je lui prends déjà beaucoup de vin. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Allez, on repart ensuite plus au sud dans le Roussillon, dans l'appellation Maury. Alors Maury, vous connaissez très certainement pour ses vins doux naturels, qui ont fait toute la réputation de ce cru. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des vins qui sont aussi vinifiés en sec. Et l'un des plus beaux domaines que vous pourrez trouver à Maury, c'est le Clos des Vins d'Amour, avec lequel j'avais déjà travaillé il y a 2 ans. Et je suis donc très content de vous représenter leur cuvée 1 + 1 = 3 en millésime 2022. Alors le Clos des Vins d'Amour, pour être très honnête, j'ai pas pris énormément de bouteilles, c'était surtout pour compléter un peu la sélection et apporter un peu de variété. Je vous dirais que s'il y a un mot qui devait qualifier le Clos des Vins d'Amour, c'est étonnamment la séduction. Et 1 + 1 = 3, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une cuvée avec un nez très démonstratif qui se fondra parfaitement pour un apéritif. Et au niveau du nez, j'ai vraiment trouvé qu'on était sur des parfums enivrants, de fruits finement sirupeux, de cerises rouges plus de cuir de céleri ou encore de poudre de cacao. Au palais, c'est un vin d'une sublime rondeur et avec des tanins poudrés et tout en velours, c'est vraiment très flatteur. Mais en même temps, on retrouvera de l'acidité et un côté végétal noble qui viennent contribuer au superbe équilibre du vin. Aujourd'hui, à mon humble sens, c'est à son plein apogée. Je ne suis pas sûr que ça gagnera forcément à le faire vieillir. Et si vous cherchez une cuvée d'apéritif issue du Roussillon avec un côté hyper flatteur, séducteur pour réchauffer une froide soirée d'hiver, je trouve que cette cuvée est remplit parfaitement son rôle. Et si vous voulez toujours un vin du domaine mais dans un côté beaucoup plus gastronomique, avec beaucoup plus de droiture, notamment parce qu'il y a du Mourvèdre, eh ben je ne peux que vous conseiller leur grandiose cuvée Un baiser millésimé 2020. À l'heure où je parle, il en reste seulement 24 bouteilles, donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le laïus puisque quand vous regarderez cette vidéo, les stocks seront très certainement écoulés. On est moins dans le côté démonstratif apéro, on est vraiment sur ce mélange de droiture, de côté végétal noble, de fruits noirs avec une espèce de profondeur de nez. C'est un grand vin de gastronomie et je vous laisse vous reporter à la fiche dégustative qui vous en dira un peu plus. Enfin, et c'est une grande première pour la Vinstage Compagnie, eh bien je vous présente la toute première liqueur, que le Crémig en l'occurrence, qui nous vient de la distillerie du Plessis en Bretagne. Alors si j'ai voulu faire une petite incursion dans le monde des spiritueux et des liqueurs, c'est notamment parce que j'ai pu faire mon dernier épisode consacré à la chartreuse. Et voilà, je me suis dit, bon, on va s'amuser un peu, je vais présenter ça, on va voir si ça prend ou si ça prend pas. C'est un essai. Et cette liqueur est notamment élaborée à partir de crème de Bretagne et de lambic de Bretagne AOC. Et cette liqueur, clairement, je vous le dis, c'est dangereux. Et pour faire très court, si je devais le comparer, je vous dirais que c'est un Baileys, mais en artisanal et en bien meilleur. Ça a évidemment un côté crémeux, puisqu'il y a de la crème de Bretagne, mais en même temps, on retrouvera des notes de caramel au beurre salé, d'amande, de crème de café, de chocolat au lait ou encore de noisettes. Il y a un côté un peu Kinder Bueno alcoolisé, je vais pas vous mentir. Et je vais pas y aller par 4 chemins, pour moi c'est super dangereux. C'est le genre de spiritueux, vous n'êtes même pas servi un verre que le deuxième est déjà terminé. Je vous conseillerais de boire ça quand même plutôt frais, autour de 12-13 degrés, pour moi c'est la température de service idéale. J'en ai pris que 60 bouteilles, et vous savez quoi, si vous n'aimez pas, eh ben moi j'aime tellement que dans tous les cas je les terminerai. En tout cas, je me dois malgré tout de vous rappeler que tout aussi bon que soit le vin et les spiritueux, ils contiennent de l'alcool, que l'alcool est bien évidemment dangereuse pour la santé et qu'elle doit être consommée avec la plus grande démodération. Buvez moins, mais buvez mieux, et pour boire mieux, une seule adresse, vinstage.com.